Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon travail de thèse qui porte sur les effets d'une intervention en activité physique individualisée en conditions écologiques sur les facteurs d'instabilité de la plaque d'athérome chez des patients non opérés. L'athérosclérose est une maladie cardiovasculaire qui se caractérise par l'apparition de dépôts lipidiques, une plaque d'athérome, au niveau principalement des bifurcations artérielles de gros calibre. La plaque vient obstruer la lumière du vaisseau, elle est séparée du vaisseau par ce qu'on appelle une chape fibreuse, et le degré d'obstruction de la plaque est appelé degré de sténose. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de morbidité, de mortalité et de mortalité précoce dans le monde. Et l'athérosclérose est la maladie qui cause le principal des décès dans le monde. On retrouve des plaques d'athérome dans différentes localisations vasculaires. Au niveau du membre inférieur, la maladie s'appelle l'artérite oblitérante du membre inférieur. Nous retrouvons des plaques au niveau des artères rénales, des artères coronaires, de l'artère de l'aorte et de l'artère des troncs supraortiques. Dans ce travail, nous nous sommes intéressés principalement et uniquement d'ailleurs au niveau de l'athérosclérose, au niveau des troncs supraortiques, au niveau de la bifurcation de la carotide commune, la carotide externe qui va irriguer la face et la carotide interne qui va irriguer le cerveau. La principale complication associée à l'athérosclérose carotidienne est l'accident vasculaire cérébral ischémique. En effet, un quart des AVC ischémiques sont causés par la rupture d'une plaque d'athérome carotidienne. Dans le monde, les taux de mortalité des AVC sont très inégaux, dus principalement à l'exposition aux facteurs de risque, à l'exposition environnementale et à la qualité des soins. En France, depuis une dizaine d'années, on voit une diminution de la prévalence, de l'incidence et de la mortalité liée aux AVC ischémiques. Cependant, elle reste la première cause de handicap non traumatique et la troisième cause de décès. On retrouve plusieurs facteurs de risque liés à l'apparition de la plaque d'athérome, principalement des facteurs de risque modifiables, donc liés à l'âge et au sexe, des comorbidités liées comme par exemple le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie ou encore l'obésité. Et on retrouve également des facteurs de risque modifiables liés à l'individu et à son comportement, tels que l'alimentation, la sédentarité ou encore l'inactivité physique. L'athérogénèse, c'est-à-dire la formation d'une plaque d'athérome, survient donc principalement au niveau des bifurcations artérielles, car l'anatomie de la bifurcation promouvoit un flux turbulent qui va avoir tendance à exacerber une dysfonction endothéliale qui peut aller jusqu'à l'apoptose des cellules endothéliales ou encore à l'expression de molécules d'adhésion cellulaire. Les facteurs de risque cités précédemment peuvent aggraver cette dysfonction endothéliale. Donc, lorsque cette dysfonction endothéliale survient, on a une disjonction des cellules endothéliales et donc une perméabilité aux éléments du sang, et les lipides de basse densité, notés LDL ici, vont pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de la paroi. Sous l'influence de l'environnement pro-oxydant et inflammatoire, les lipides de basse densité vont se retrouver oxydés et ainsi augmenter l'environnement pro-oxydant à l'intérieur de la paroi. Ces lipides de basse densité oxydés vont sécréter des cytokines et chémyokines qui vont promouvoir l'externalisation de molécules d'adhésion à la surface vasculaire qui va attirer des cellules immunitaires et notamment les monocytes circulants. Ces monocytes vont adhérer à la paroi, y entrer et se différencier en macrophages résidant à l'intérieur de la paroi. Ces macrophages vont pouvoir internaliser les lipides de basse densité et les lipides de basse densité oxydés, formant des cellules spumeuses. À ce stade, on parle de strie lipidique, c'est le pré-athérome. Sous l'influence de l'environnement pro-inflammatoire et pro-oxydant, les monocytes circulants vont continuer à entrer dans la paroi et former un amas pro-inflammatoire de monocytes et de cellules spumeuses, augmentant le volume du cœur lipidique. C'est à ce stade le premier stade de l'athérome, de la plaque d'athérome à proprement parler.
les monocytes vont continuer à internaliser les lipides de basse densité oxydés, formant de plus en plus de cellules spumeuses, qui va augmenter le volume du cœur lipidique, favoriser un environnement pro-inflammatoire hypoxique et pro-oxydant, favorisant une néo-angiogénèse peu intègre qui aura tendance à fuir, formant une hémorragie intraplaque. L'ensemble de ces paramètres peut mener à la rupture de la chape fibreuse, vous voyez ici, exposant les éléments de la plaque aux éléments de la circulation sanguine, pouvant former un thrombus. Ce thrombus, sous l'influence de la circulation, aura tendance à emboliser, formant un AVC ischémique dans le pire des cas. Chez les patients ayant déjà eu un événement neurovasculaire, les bénéfices de la chirurgie l'emportent largement sur les risques. Donc ces patients sont opérés pour retirer la plaque d'athérome, en plus du traitement médicamenteux optimal et de l'optimisation des facteurs de risque. En revanche, chez les patients qui n'ont jamais eu d'AVC mais qui sont bien porteurs d'une plaque d'athérome carotidienne, les bénéfices et les risques de la chirurgie ne sont pas clairs. Elle n'est donc pas toujours envisagée. Le traitement médical optimal repose alors uniquement sur le traitement médicamenteux et l'optimisation des facteurs de risque. C'est ainsi que nous nous sommes intéressés à l'activité physique comme ajout à ce traitement médical optimal chez les patients. En effet, nous savons que l'activité physique limite l'incidence des AVC ischémiques dans des études épidémiologiques. Également, l'activité physique va limiter l'incidence des facteurs de risque, donc de l'hypertension artérielle, du diabète, etc. Dans un premier temps, notre équipe s'était penchée sur le lien entre activité physique et hémorragie intraplaque, notamment ces critères d'instabilité de la plaque. Afin de déterminer les niveaux d'activité physique des patients, un questionnaire a été passé, le GPAC, le Global Physical Activity Questionnaire, qui a permis de séparer les patients en deux groupes, un groupe de patients inactifs et un groupe de patients actifs, sur la base d'un seuil de 900 mètres minutes semaine. Le MET est une unité de dépense énergétique basée sur la dépense énergétique de repos. Un MET est la dépense énergétique de repos, puis l'échelle est proportionnelle à la dépense énergétique engagée dans l'activité. Dans ce questionnaire, une activité physique modérée a été cotée 4 mètres, alors qu'une activité physique intense a été cotée 8 mètres. Ensuite, les niveaux d'activité physique ont été déterminés en multipliant l'intensité par la durée d'activité physique pratiquée par les patients, ce qui nous a permis d'établir des niveaux d'activité physique. Ensuite, lors de la chirurgie, la plaque carotidienne était prélevée, ce qui nous a permis de réaliser des mesures histologiques afin de marquer l'hémorragie intraplaque au bleu de Prusse et l'infiltration des macrophages grâce à un marqueur CD68 marquant les macrophages en brun. Un premier résultat important est que les patients pratiquant le plus d'activité physique, donc les patients à droite, présentaient une répartition d'hémorragie intraplaque différente des patients les moins actifs à gauche. En effet, les patients les plus actifs possédaient plus de plaques non hémorragiques que les patients les moins actifs. Vous avez donc des plaques potentiellement plus stables. En revanche, nous n'avions pas observé de différence dans l'infiltration des macrophages entre les deux groupes, ce qui semblait paradoxal puisque l'infiltration des macrophages et l'hémorragie intraplaque sont fortement liées dans la plaque d'athérome carotidienne. Nous sommes donc revenus sur la physiopathologie de l'athérome et nous savons que ces macrophages sont issus des monocytes circulants. Nous nous sommes donc intéressés à l'influence de l'activité physique sur ces monocytes circulants et plus particulièrement sur le phénotype de ces monocytes circulants. Ceci a fait l'objet de mon premier article de thèse qui a été publié dans Antioxydants. L'athérosclérose est donc liée à une inflammation de bas grade, principalement basée sur l'action des monocytes. Nous savons que ces monocytes peuvent prendre différents phénotypes en fonction de leur degré de maturation, des phénotypes classiques exprimant principalement CD14 à la sortie de la moelle osseuse. Ces monocytes sont pro-inflammatoires et phagocytaires. Lorsqu'ils maturent, ces monocytes deviennent intermédiaires, exprimant fortement le marqueur CD14 et faiblement le marqueur CD16. Ces monocytes sont pro-inflammatoires.
Et une partie de ces monocytes, en maturant, va devenir des monocytes non classiques, exprimant faiblement CD14 et fortement CD16. Ces monocytes ont une activité cicatricielle. Nous savons que le taux de monocytes classiques et intermédiaires sont liés positivement à la survenue d'événements cardiovasculaires et notamment à la survenue d'AVC ischémiques. La littérature nous montre également que chez le sujet sain, en réponse à l'activité physique d'endurance, on observe une diminution du taux de monocytes classiques et une augmentation du taux de monocytes intermédiaires et non classiques. En revanche, chez les patients, jusque-là, nous n'avons rien observé dans la littérature. L'ensemble de ces patients recrutés lors de cette thèse ont été recrutés aux Hospices civils de Lyon dans le service de chirurgie vasculaire et endovasculaire à l'hôpital Louis Pradel. Pour cette première étude, nous avons recruté 29 patients qui présentaient une sténose carotidienne supérieure à 50%, qui avaient une indication chirurgicale. Ces patients étaient symptomatiques ou asymptomatiques d'événements neurovasculaires et ils ne présentaient pas de maladie inflammatoire intercurrente. En comparaison, nous avons également recruté 14 sujets sains. Après avoir rempli le questionnaire d'activité physique, qui est le même que précédemment, 2 tubes de sang héparinés ont été récupérés pré-chirurgie. Ce sang a été immédiatement centrifugé sur gradient de Ficol afin d'en extraire les cellules mononucléaires périphériques qui ont été rincées et centrifugées, puis immédiatement marquées à l'aide des marqueurs CD14, CD16 afin dans un premier temps d'identifier les monocytes et dans un deuxième temps d'identifier le phénotype monocytaire classique, intermédiaire ou non classique à l'aide de cytométrie de flux. Le questionnaire d'activité physique a permis de séparer les patients en 3 groupes d'activité physique, des patients les moins actifs, des patients actifs et des patients très actifs, en fonction de seuils décrits dans la littérature sur d'autres maladies cardiovasculaires. Il en ressort que les patients actifs ont un taux de monocytes classiques diminué et un taux de monocytes non classiques augmenté par rapport aux patients les moins actifs, suggérant un phénotype monocytaire favorable au regard de la pathologie. Alors que nous nous attendions à une réponse linéaire des niveaux d'activité physique sur le phénotype monocytaire, nous avons observé que les patients les plus actifs présentaient un phénotype monocytaire similaire aux patients les moins actifs. Afin d'expliquer ce phénotype monocytaire paradoxal en fonction des niveaux d'activité, nous sommes revenus sur les caractéristiques de nos groupes de patients. Nous n'avons observé aucune différence dans les facteurs de risque, les comorbidités ou encore la numération de formules sanguines des patients. En revanche, le seul paramètre qui était modifié était la pratique d'activité physique intense. Environ 20% des patients du deuxième groupe pratiquaient une activité physique intense, alors que plus de 70% des patients du troisième groupe pratiquaient une activité physique intense. Nous sommes donc revenus sur notre questionnaire d'activité physique et nous avons voulu étudier l'influence de l'activité physique intense parmi les patients actifs sur le phénotype monocytaire. Il en ressort que les patients qui pratiquent une activité physique intense ont des taux de monocytes classiques augmentés et des taux de monocytes non classiques diminués, suggérant une influence négative de l'activité physique intense sur le phénotype monocytaire, qui pourrait participer à cette répartition paradoxale observée précédemment sur les niveaux d'activité physique. Ainsi, dans cette première étude, si on s'intéresse à la physiopathologie de l'athérosclérose, nous avons établi un premier lien entre l'activité physique modérée et le phénotype monocytaire circulant chez des patients présentant une plaque d'athérome carotidienne. Après ces observations donc sur l'hémorragie intraplaque et sur le phénotype monocytaire dans des études transversales, nous avons voulu étudier l'influence de l'activité physique sur ces paramètres d'instabilité. C'est pourquoi nous avons mis en place une étude longitudinale et interventionnelle chez ces patients, qui est le protocole PACAP. PACAP pour Physical Activity and Carotid Atherosclerotic Plaque Hemorrhage. Le protocole a fait l'objet d'une publication dans la revue Trials. Pour cette étude, s'est posée une première contrainte qui était d'évaluer le suivi de l'hémorragie intraplaque de ces patients, puisque jusqu'à présent, nous l'évaluions par
histologie, donc post-chirurgie, ce qui ne permettait pas un suivi des patients. Nous nous sommes donc plongés dans la littérature et il en ressort, d'après la revue de littérature que j'ai rédigée, que l'IRM est le meilleur outil de suivi in vivo de l'hémorragie intraplaque, ce qui a été confirmé par plusieurs études récentes, très récentes, qui montrent que l'hémorragie intraplaque détectée par IRM est un facteur prédicteur d'événements ischémiques. De plus, dans une étude préliminaire, nous avions observé l'hémorragie intraplaque par IRM chez les patients et nous avons séparé les patients inactifs et sédentaires des autres patients et nous avions observé une tendance à la diminution d'hémorragie intraplaque, ce qui nous laissait suggérer que l'IRM était un outil assez sensible pour détecter la variation d'activité physique, des niveaux d'activité physique chez nos patients. Ce qui nous a permis de poser plusieurs hypothèses. Une première était qu'une intervention en activité physique permettra de diminuer les facteurs de risque de la plaque d'athérome carotidienne, notamment en diminuant l'hémorragie intraplaque, en diminuant le phénotype monocytaire pro-inflammatoire et en diminuant l'état d'hypercoagulabilité connu chez nos patients. Les patients présentant une sténose carotidienne étaient évalués par un écho-Doppler dans le service. S'ils présentaient des critères d'instabilité ou encore des antécédents neurovasculaires, ils étaient dirigés vers une chirurgie pour retirer la plaque. Ils n'étaient donc pas éligibles à l'étude, puisqu'ils ne pouvaient pas permettre le suivi. En revanche, s'ils présentaient une sténose carotidienne stable, environ 50 à 99%, ces patients réalisaient une IRM de la plaque carotidienne afin de détecter plus précisément les facteurs d'instabilité. À l'issue de cette IRM, le chirurgien a décidé, en fonction des résultats, s'il dirigeait le patient vers une chirurgie, ce qui excluait l'étude, ou s'il proposait l'étude PACAP à nos patients. Nous avons ainsi pu recruter 56 patients dans le service qui présentaient une sténose carotidienne supérieure à 50%, qui n'avaient pas eu d'événement ischémique depuis au moins 6 mois et qui n'avaient pas eu de maladie inflammatoire intercurrente. À l'inclusion, l'ensemble des patients ont réalisé une série de mesures que je vais vous détailler dans un instant. Ils ont ensuite été randomisés un pour un entre le groupe d'activité physique et le groupe contrôle. Il a été demandé aux patients du groupe contrôle de ne pas modifier leurs habitudes de vie pendant la durée de l'étude. En revanche, les patients du groupe d'activité physique ont bénéficié d'une intervention en activité physique individualisée en conditions écologiques, c'est-à-dire à domicile, pendant les 6 mois de l'étude. À l'issue de l'étude, l'ensemble des patients des deux groupes ont réalisé les mêmes tests qu'à l'inclusion pour comparaison. Ces mesures comprenaient une IRM de la plaque carotidienne, selon déceler les critères d'instabilité. Un prélèvement sanguin a été réalisé afin de déterminer les niveaux plasmatiques oxydants et inflammatoires, le phénotype monocytaire et l'état de coagulabilité des patients. Le nombre de pas a été relevé par bracelet connecté et, afin d'évaluer la capacité physique, un test de marche de 6 minutes et un test de force maximale isométrique des quadriceps a été réalisé. Les patients ont également rempli des questionnaires d'activité physique, de sédentarité, de qualité de vie et d'alimentation. L'IRM de la plaque carotidienne a été réalisée sur un outil haute résolution et pour l'ensemble des paramètres évalués, ils ont été scorés sur la moyenne des clichés, de l'ensemble des clichés qui ont été obtenus. 2 expérimentateurs ont évalué les images chacun 2 fois en double aveugle, permettant d'obtenir un score final des différents paramètres. Dans un premier lieu, la qualité de l'image était scorée entre 0 et 5, de la plus mauvaise à la meilleure qualité. Seuls les clichés cotés 3 ou plus ont été gardés pour évaluation. 6 clichés étaient manquants, ils n'ont donc pas pu être analysés, mais l'ensemble des clichés effectués ont pu être analysés car ils avaient une qualité suffisante. L'hémorragie intraplaque, qui est donc notre critère de jugement principal d'instabilité de la plaque d'athérome, a été scorée entre 0 et 3. Donc 0, pas d'hémorragie, jusqu'à 3, l'hémorragie la plus importante. Et nous avons basé notre critère sur l'intensité du signal de la plaque. Donc ici, vous pouvez voir en blanc, en fonction du contraste du muscle sternocléido-mastoïdien, noté S, ici en gris. Plus le contraste était important,
plus le degré d'hémorragie d'intraplaque était coté important. Plusieurs prélèvements ont été réalisés, 7 tubes ont été prélevés, qui ont permis d'évaluer le phénotype monocytaire grâce à la cytométrie de flux, une analyse de la coagulation et une analyse de stress oxydant et de l'inflammation. Un tube a été prélevé à jeun afin d'évaluer le bilan lipidique et la numération de formules sanguines chez nos patients. Les tests de capacité physique comprenaient un test de force qui a permis d'évaluer la force isométrique du quadriceps dominant et un test d'endurance, un test de capacité physique d'endurance, d'évaluation du test de marche de 6 minutes. Préalablement à ce test, au repos, la fréquence cardiaque des patients a été relevée, leur saturation, leur pression artérielle et les index de pression systolique. Pendant le test à proprement parler, la distance parcourue a été relevée et immédiatement à l'arrêt du test, les mêmes paramètres ont été relevés, donc à savoir la fréquence cardiaque, saturation, pression artérielle et index de pression systolique pour comparaison. Durant l'ensemble de la durée de cette procédure, la VO2 et la VCO2 ont été enregistrées. L'évaluation du nombre de pas dans les deux groupes de patients s'est faite sur les 2 premières semaines et sur les 2 dernières semaines du protocole. Les patients portaient à cette occasion un bracelet connecté Fitbit Alta HR qui comptait quotidiennement leur nombre de pas. Donc ce bracelet, le logiciel utilisé a été validé dans la littérature, ce qui nous permettait d'avoir une évaluation la plus juste possible. Alors que les patients du groupe contrôle renvoyaient le bracelet connecté, les patients du groupe d'activité physique ont gardé le bracelet connecté pendant toute la durée de l'intervention. Donc pendant les 6 mois, ils ont porté le bracelet connecté. Et des appels bimensuels, donc une fois toutes les 2 semaines, des appels téléphoniques étaient réalisés avec les patients afin de réévaluer leurs objectifs quotidiens de nombre de pas, afin d'arriver à l'objectif final en fin de protocole. Cet objectif final qui était d'atteindre 7100 pas par jour ou d'augmenter de 30% leur nombre de pas quotidiens. Pour cela, lors des appels téléphoniques, nous évaluions si le patient avait atteint ses objectifs sur les 15 jours précédents. De plus, nous évaluions la difficulté avec laquelle ils arrivaient à leurs objectifs et nous fixions ainsi des objectifs pour les 15 prochains jours de l'intervention, jusqu'à le prochain appel téléphonique. Nous essayons également d'optimiser l'activité physique des patients en fonction de leurs préférences individuelles. Pour ce qui est des résultats de cette étude, à l'inclusion, nos 2 groupes de patients étaient comparables sur les facteurs de risque et les comorbidités. Il n'y avait aucune différence significative entre les groupes, ce qui nous permettait de les comparer à l'inclusion. Pour la suite des résultats, les patients du groupe d'activité physique seront notés, les résultats seront notés en noir et les résultats du groupe contrôle seront notés en rouge. Donc, nous avons évalué l'efficacité, l'efficience de notre intervention en activité physique par le nombre de pas pratiqués par les patients lors du protocole. Donc, vous pouvez voir que les patients du groupe d'activité physique ont un nombre de pas quotidien supérieur aux patients du groupe contrôle pendant toute la durée du protocole. Même lors de la première mesure, les patients du groupe d'activité physique marchaient déjà plus que les patients du groupe contrôle, ce qui peut s'expliquer par l'effet incitateur connu du port du bracelet connecté chez les patients. Jusqu'à la fin du protocole, les patients du groupe d'activité physique ont gardé une activité physique supérieure à ceux du groupe contrôle, et cette différence s'est même accrue grâce aux interventions en activité physique qui ont permis de garder une motivation supplémentaire pour nos patients jusqu'à la fin du protocole, ce qui leur a permis d'atteindre leurs objectifs. Cette augmentation en activité physique s'est accompagnée d'une augmentation de la capacité physique aérobie chez nos patients, puisqu'on observe une augmentation une augmentation de la distance de marche au test de marche de 6 minutes chez les patients du groupe d'activité, alors que les patients du groupe contrôle effectuaient la même distance qu'en pré-mesure. Et la différence de nombre de pas dans le groupe d'activité physique allait au-delà du changement minimum cliniquement important, c'est-à-dire de la variation au-delà duquel on pouvait observer une influence bénéfique sur la morbimortalité chez nos patients. Cette augmentation de capacité physique s'est accompagnée d'une diminution d'1 demi-point
de près d'un demi-point de l'IMC chez nos patients du groupe d'activité physique, ce qui nous permettait de dire que notre intervention avait des effets métaboliques sur la pathologie. L'IRM nous a ainsi permis d'évaluer notre critère de jugement principal, qui était le degré d'hémorragie intraplaque. À l'inclusion, 43% des patients présentaient une hémorragie intraplaque, 48% des patients du groupe d'activité physique et 39% des patients du groupe contrôle, avec un score moyen de 0,76 sur une cotation maximale de 3. Au niveau de la prévalence de l'hémorragie intraplaque, donc ici c'est simplement la présence ou absence d'hémorragie intraplaque indépendamment de sa gradation, de la sévérité de l'hémorragie intraplaque. Donc nous pouvons voir que les patients du groupe contrôle maintiennent le degré d'hémorragie intraplaque tout au long du protocole, en tout cas la prévalence est totalement la même, alors que les patients du groupe d'activité physique diminuent la prévalence d'hémorragie intraplaque de près de moitié lors du protocole. Nous pouvons même aller plus loin en observant les scores d'hémorragie intraplaque, donc le degré d'hémorragie intraplaque, et nous pouvons voir que les patients du groupe d'activité physique ont une diminution moyenne de leur score d'hémorragie intraplaque, ce qui nous permet de dire que, quel que soit le degré d'hémorragie intraplaque observé à l'inclusion, l'intervention permet de la diminuer. Qu'après avoir regardé la plaque en elle-même, nous nous sommes intéressés aux facteurs circulants qui pouvaient modifier la maladie et nous sommes intéressés aux dommages oxydatifs qui sont largement liés à l'instabilité de la plaque d'athérome. Donc un tube de sang EDTA a été prélevé et centrifugé en vue d'effectuer une analyse ELISA de la glutathione peroxydase, de la catalase ou encore des AOPP par ELISA, excusez-moi. L'analyse de l'AOPP, donc l'Advanced Oxidation Protein Product, qui est le degré d'oxydation des protéines plasmatiques, est significativement diminué chez les patients du groupe d'activité physique, indiquant une diminution de l'oxydation des protéines plasmatiques. En revanche, nous n'avons pas observé de modification de l'activité antioxydante chez nos patients au cours du protocole. Ensuite, nous nous sommes intéressés au phénotype monocytaire chez nos patients, donc évalués sur 2 tubes héparinés, qui ont été centrifugés toujours sur gradient de Ficol afin d'en extraire les PBMC, donc les cellules mononucléaires périphériques, qui ont été rincés et centrifugés, puis incubés à 37 degrés afin d'en isoler uniquement les monocytes. Une partie de ces monocytes a été immédiatement marquée à l'aide de marqueurs CD14, CD16 afin d'en déterminer le phénotype et un marquage OTF. Le TF est le facteur tissulaire, c'est un facteur procoagulant afin d'évaluer sa présence parmi les monocytes. Une autre partie des monocytes a été incubée pendant 4 heures avec et sans LPS. Le LPS est un agent pro-inflammatoire qui a été instauré afin d'évaluer la réponse monocytaire à une agression pro-inflammatoire chez ces patients. Chez le sujet sain, nous savons que l'exposition au LPS, via une série de voies de signalisation intracellulaire, vient favoriser l'expression du facteur tissulaire procoagulant à la membrane, induisant un état passant d'un contexte pro-inflammatoire à un contexte en plus pro-coagulant. Si nous intéressons uniquement au phénotype monocytaire chez les patients, en conditions physiologiques, donc à condition 0 heure, nous pouvons voir une différence de variation monocytaire du taux de monocytes classique, pas de différence chez les monocytes intermédiaires et les monocytes non classiques. En effet, nous pouvons voir que les patients du groupe contrôle voient une augmentation du nombre de monocytes classiques pro-inflammatoires et phagocytaires au cours du temps, alors que notre intervention en activité physique semble limiter cette augmentation et permettre la stabilisation du nombre de monocytes classiques au cours du protocole. Ce qui vient confirmer les résultats que nous avons obtenus dans l'étude transversale que je vous ai présentée en premier lieu. Si on s'intéresse à la répartition du phénotype monocytaire en fonction des conditions d'incubation, nous nous intéressons ici uniquement aux résultats à l'inclusion. Nous pouvons voir qu'il n'y a pas de changement monocytaire classique, de phénotype monocytaire classique en fonction de la condition d'incubation. En revanche,
une incubation pro-inflammatoire augmente le nombre de monocytes intermédiaires au détriment des monocytes non classiques. Lorsqu'on s'intéresse à l'expression du facteur tissulaire monocytaire en conditions physiologiques, nous pouvons observer qu'il n'y a pas d'expression du facteur tissulaire monocytaire chez nos patients, ce qui est le même cas chez les sujets sains, indiquant qu'il n'y a pas en conditions physiologiques d'état monocytaire procoagulant chez nos patients. En revanche, lorsqu'on stimule les monocytes avec un agent pro-inflammatoire, donc le LPS, on observe une réponse de l'expression du facteur tissulaire qui est très importante chez les monocytes classiques, qui va jusqu'à 80% d'expression. Une réponse également sur les monocytes intermédiaires, mais pas de réponse sur les monocytes non classiques. Puisque nous avons confirmé chez le patient que l'induction au LPS favorisait l'expression du facteur tissulaire monocytaire, nous nous sommes ensuite intéressés à la coagulation en elle-même, puisque le facteur tissulaire active la voie extrinsèque de la coagulation. Pour cela, nous avons prélevé un tube de sang citraté qui a permis l'analyse par thromboélastométrie rotative ROTEM des différents paramètres de formation du caillot dans une condition physiologique notée HBS et une condition contrôle procoagulante notée TF. La thromboélastométrie rotative nous permettait de mesurer l'amplitude du caillot en fonction du temps, ce qui nous a permis de relever plusieurs paramètres. Dans un premier temps, le clotting time, noté CT, qui est le temps de formation du caillot, donc le temps que le sang met à commencer à former un caillot. Nous avons également relevé le CFT, le clot firmness time, qui est la durée que met le caillot à se ramifier jusqu'à une amplitude de 20 mm. Ce qui est pour les paramètres d'initiation du caillot. Et pour les paramètres de fermeté du caillot, nous avons relevé l'amplitude maximale des caillots. Nous n'observons pas d'effet groupe ni d'effet temps de notre intervention pour les paramètres d'initiation et de fermeté maximale du caillot. En revanche, nous observons bien un effet du contrôle procoagulant TF qui accélère principalement le clotting time, suggérant une coagulation augmentée dans cette condition. Afin de confirmer l'état d'hypercoagulabilité chez nos patients, nous avons réalisé une étude ancillaire, une étude préliminaire, dans laquelle nous avons recruté des sujets sains pour lesquels nous avons fait les mêmes mesures de coagulation. Et nous pouvons voir que ces patients, si le temps de coagulation standard est le temps de coagulation de nos sujets sains, le temps de coagulation est raccourci. On a donc une coagulation plus rapide chez nos patients en conditions physiologiques, indiquant un état d'hypercoagulabilité physiologique. Afin d'établir un lien entre le facteur tissulaire monocytaire et l'état d'hypercoagulabilité chez ces patients, nous avons ajouté deux conditions d'analyse. Une condition dans laquelle nous avons ajouté des monocytes autologues purifiés, la condition MC0h, et une condition dans laquelle nous avons ajouté des monocytes autologues activés, la condition MC4h, LPS. Comme nous l'avons vu précédemment, la condition TF permet bien une activation de la coagulation avec une accélération de la coagulation, observée par une diminution du temps de coagulation, du clotting time. Si on ajoutait des monocytes classiques, des monocytes à notre sang total, nous observions également une accélération de la coagulation par rapport à la condition contrôle. Et de manière très intéressante, lorsque nous ajoutions des monocytes activés, nous observions une coagulation qui était majorée par rapport à l'ajout de monocytes seuls, suggérant que l'activation des monocytes participe à l'état d'hypercoagulabilité chez ces patients. Ainsi, nos résultats nous ont permis de valider une première hypothèse selon laquelle l'intervention en activité physique individualisée en conditions écologiques permettait de diminuer le degré d'hémorragie intraplaque, en diminuant également le monocyte phénocytaire, en diminuant le phénotype monocytaire pro-inflammatoire. Cependant, nous n'avons pas validé notre troisième hypothèse puisque notre intervention n'avait pas d'effet sur l'état d'hypercoagulabilité chez nos patients.
La littérature fait état très en détail des facteurs influençant l'instabilité, la vulnérabilité de la plaque d'athérome carotidienne. Dans nos travaux, nous nous sommes donc intéressés à l'influence de l'activité physique sur ces différents paramètres de vulnérabilité de la plaque. Nous avons observé dans un premier lieu que l'intervention permettait de diminuer la prévalence et le degré d'hémorragie intraplaque chez nos patients, ce qui confirmait les résultats de l'étude transversale que je vous ai présentée en introduction. Les effets de l'activité physique sont donc décelables par IRM, ce qui peut donc être mis en évidence par un outil non invasif qui a été validé dans la littérature comme prédicteur d'événements ischémiques. De plus, nous venons montrer une stabilisation du nombre de monocytes classiques pro-inflammatoires grâce à notre intervention, ce qui vient confirmer les résultats de notre étude transversale. Pardon. Cette stabilisation permet donc de diminuer le risque de survenue d'événements cardiovasculaires chez nos patients. Et nous observons aussi une diminution des dommages oxydatifs chez nos patients, venant confirmer des résultats préalablement obtenus dans notre équipe sur des aortes de souris, où nous pouvions voir que les souris entraînées avaient un taux d'AOPP diminué par rapport aux souris sédentaires. Ce qui vient ainsi diminuer le surrisque de maladies cardiovasculaires chez nos patients. Ainsi, à travers cette étude, nous avons montré une influence de l'intervention en activité physique à plusieurs niveaux sur l'instabilité de la plaque carotidienne, venant diminuer le risque de rupture, et se pose la question donc de la diminution du risque d'AVC sur le plus long terme dans cette population. Nous nous sommes également intéressés à l'état d'hypercoagulabilité chez ces patients, et même si nous n'avons pas observé d'influence de l'intervention en activité physique, nous avons pu établir un premier lien entre monocytes et hypercoagulabilité. Également, dans cette étude préliminaire, nous avions observé que les patients présentaient, dans les mêmes conditions d'incubation, ils présentaient des taux d'expression du facteur tissulaire monocytaire 2 fois supérieurs à nos sujets sains. De plus, cette augmentation d'expression du facteur tissulaire était associée à une accélération de la coagulation, confirmant bien l'état d'hypercoagulabilité décrit dans la littérature. De plus, nous venons établir un premier lien entre le facteur tissulaire monocytaire et l'hypercoagulabilité, ce qui n'avait pas été décrit chez les patients, permettant ainsi de poser un premier lien entre monocytes pro-inflammatoires et hypercoagulabilité, possiblement par l'expression du facteur tissulaire monocytaire. Dans un deuxième temps, nous allons discuter de notre intervention en activité physique. Nous avons choisi une intervention en activité physique modérée sur la base des résultats des études transversales proposant un avantage sur la diminution d'hémorragie intraplaque et la diminution du phénotype monocytaire classique. De plus, on sait que l'activité physique modérée, et plus précisément la marche, est l'activité physique préférée des personnes âgées, ce qui nous laissait présager une bonne observance à notre protocole. Cependant, une intervention en activité physique modérée laissait présager des effets plus modérés, en effet, intervention plus limitée. Se posait la question de l'amplitude des effets observés, puisqu'une activité physique intense a montré en prévention tertiaire chez des patients cardiovasculaires que l'activité physique intense présentait des bons résultats sur la fonction musculaire, vasculaire et une augmentation de la distance au test de marche de 6 minutes. Cependant, dans notre population, ce type d'intervention présentait plusieurs inconvénients, notamment l'augmentation du nombre de monocytes classiques observés dans l'étude transversale, une accélération de la coagulation transitoirement post-activité physique intense, ce qui pourrait poser un problème chez des patients déjà hypercoagulables. De plus, l'hémodynamique induite par l'activité physique intense pourrait provoquer la rupture de la plaque. Et les recommandations établissent carrément des contre-indications à l'activité physique intense chez les patients coronariens sévères, et on observe une faible observance de l'activité physique intense chez les patients présentant une plaque d'athérome dans les artères jambières, ce qui laissait présager d'une faible observance à notre protocole d'activité physique intense. Ainsi, l'activité physique modérée, au regard du ratio
effet observance semble être l'activité physique la plus adaptée dans notre population. De plus, nous avons choisi une intervention écologique car elle n'impliquait pas de problème logistique pour les patients. De plus, la littérature a décrit une bonne observance post-protocole de ce type d'intervention. Et nous avions dans l'équipe déjà l'expérience de l'étude ABLE chez des patientes atteintes du cancer du sein métastatique, où ce type d'intervention montrait des effets physiologiques bénéfiques au regard de la pathologie. En effet, ce type d'intervention nous a fait rencontrer plusieurs challenges. Par exemple, le problème de la supervision de l'intensité. À activité physique réalisée à domicile, nous ne pouvions pas être sûrs que les patients pratiquaient uniquement de l'activité physique modérée. Et nous posions également la question de l'amplitude des résultats sur une activité physique non supervisée. De plus, en revanche, l'activité physique en centre hospitalier présentait des avantages en comparaison à l'activité physique écologique. Par exemple, une surveillance accrue des patients, renforçant leur sécurité lors de la pratique, mais aussi s'assurer qu'ils réalisaient bien de l'activité physique modérée lors de la pratique, avec des effets qui n'étaient pas forcément connus dans notre population, non plus en centre hospitalier, mais on sait que les effets dans d'autres pathologies cardiovasculaires sont plutôt bons. En revanche, l'activité physique en centre hospitalier présentait des inconvénients, des problèmes logistiques de déplacement pour les patients, mais aussi un coût très important de l'activité physique en centre hospitalier, avec un coût important des centres de rééducation, et une observance post-protocole qui était décrite comme faible dans la littérature. Si nous revenons sur nos résultats, nous avons pu observer une augmentation de la distance parcourue au test de marche par nos patients dans le groupe d'activité physique, différence qui allait au-delà du changement minimum cliniquement important, ce qui nous permet de conclure que notre intervention en activité physique était efficiente dans notre population, tout en gardant un excellent taux d'observance à la pratique. Ce qui montrait donc que l'activité physique écologique avait des effets importants chez nos patients, ce qui nous permet de conclure que l'activité physique écologique est la meilleure modalité d'exercice envisageable pour nos patients présentant une plaque d'athérome carotidienne non opérée. Le nombre de patients présentant une plaque d'athérome carotidienne va continuer d'augmenter dans les prochaines années, dû à l'augmentation des facteurs de risque modifiables environnementaux et à l'augmentation de la durée de vie générale. Nous allons donc avoir de plus en plus de patients à prendre en charge, avec des bénéfices de la chirurgie qui sont discutables, donc de moins en moins envisagés. Le traitement médical optimal du patient va alors uniquement reposer sur le traitement médicamenteux et l'optimisation des facteurs de risque. Mais nos résultats permettent de conclure que l'activité physique modérée pourra être ajoutée à ce traitement médical optimal dans cette population. Sur le plus long terme, une des perspectives cliniques sera de continuer de suivre l'évolution de ces patients afin de voir si 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans post-protocole, ils doivent avoir une chirurgie carotidienne pour retirer la plaque ou s'ils ont un AVC ischémique. Une autre perspective clinique sera de regarder les comorbidités présentes chez les patients et comment elles pourraient moduler les facteurs d'instabilité afin de moduler la prise en charge également à cause de la prise en charge liée aux comorbidités. En effet, à l'inclusion, nous avons observé une différence de répartition d'hémorragie intraplaque chez les patients présentant une intolérance au glucose et chez les patients présentant une surcharge pondérale, laissant présager une évolution différente lors de l'intervention dans ces sous-populations. De plus, les patients présentant une artérite oblitérante du membre inférieur avaient des taux de monocytes classiques pro-inflammatoires augmentés à l'inclusion en comparaison aux patients qui n'avaient pas d'artérite oblitérante du membre inférieur, en plus de la sténose carotidienne. Pour compléter la compréhension des mécanismes oxydatifs, nous allons finir les dosages de stress oxydant, du malondiallélide et du laxantine oxydase et les dosages antioxydants des métabolismes du NO, des antioxydants non enzymatiques et de la superoxyde dismutase. Par ailleurs, nous allons également réaliser une analyse multiplexe du plasma pour analyser les cytokines impliquées dans la pathologie qui pourraient moduler l'instabilité de plaque carotidienne.
qui nous permettrait de voir comment le statut oxydant et inflammatoire des patients ferait varier les effets de l'intervention en activité physique. Enfin, j'aimerais, dans une perspective biologique, approfondir ce lien entre monocytes et hypercoagulabilité afin de comprendre si le TF monocytaire est réellement impliqué directement ou non dans l'état d'hypercoagulabilité des patients pouvant mener à l'AVC ischémique. En conclusion, nous avons été les premiers à tester cette intervention écologique en activité physique modérée chez les patients qui présentaient une sténose carotidienne non opérée. Ce type d'intervention nous a donc permis de montrer une diminution de l'hémorragie intraplaque et une stabilisation du taux de monocytes classique pro-inflammatoire. Je tiens à remercier l'ensemble de mon équipe qui m'a permis de réaliser ce travail de bout en bout. Également les autres équipes du LIBM qui ont été impliquées dans le projet. L'équipe de Bénédicte Chazot à l'INMG qui m'a permis de réaliser l'ensemble des dosages monocytaires. Également, un grand merci au service de chirurgie vasculaire qui m'a permis de recruter mes patients dans les meilleures conditions possibles pendant la pandémie. Le service de médecine vasculaire également qui a joué un grand rôle dans ce recrutement. Le service de radiologie sans qui nous n'aurions pas pu avoir les IRM. Le centre de prélèvement qui a réalisé tous les prélèvements chez nos patients. Et enfin, merci à tous mes patients dont certains ont même fait le déplacement aujourd'hui, ce qui me fait grandement plaisir. Merci à tous pour votre attention.